Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur, je suis ravie de vous retrouver. Au sommaire de cette émission, on ouvre comme toujours avec notre focus, parce que bien utiliser les écrans, ça s'apprend en famille. Et au jour le jour, le Clémy vous propose un nouvel épisode de votre série préférée, La famille tout écran bien sûr. Et puis aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle dans cette émission. On vous propose de décrypter l'impact de l'intelligence artificielle sur la pédagogie, une technologie capable, dit-on, de s'adapter aux élèves, de personnaliser les apprentissages et de combler certaines inégalités. Mais derrière cette promesse, une question demeure. Qu'est-ce que l'IA change réellement dans la manière d'apprendre? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui deux invités. Lancelot Gullian, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous êtes cofondateur et CEO de Elliot. Et puis Antoun Yacoub. Bonjour. Vous êtes docteur en intelligence artificielle. On va découvrir tout ça ensemble dans un instant. Mais d'abord, vous le savez, c'est le focus. Focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique dans les foyers. C'est avec notre partenaire Le Clémy et sa série La famille tout écran. On se retrouve tout de suite après votre nouvel épisode. Tu savais qu'hier, ils ont participé à un concours? Ah, lequel? Un concours sur Internet pour élire la plus belle photo de gâteau fait en famille. Allez, on se bouge là, on s'agite là, on reste pas en place. On se focalise sur l'objectif. Et un objectif, ça se fixe et ça s'atteint. Papa, il a toujours été comme ça. C'était pire à notre mariage. Appliquez-vous sur le glaçage, là, il faut que ça brille. Je veux du merveilleux, je veux qu'on leur donne envie de le dévorer. Quand est-ce qu'on mange chez Gâteau? Pas tout de suite, ma chérie, il est pas encore tout à fait prêt. Bon, allez, on se remotive, c'est la dernière ligne droite avant la photo. Tu peux prendre les copeaux de chocolat. Attention, ça glisse. Y a pas assez de décoration là. Dépêchez-vous. Rajoute des cœurs en sucre. Ah, là, c'est parfait pour la photo. Attention! Tu veux voir la photo? Carrément. Oh, passe-la moi en Wi-Fi. Le pire, c'est qu'ils ont gagné. Voilà, on m'accuse souvent de plein de choses, mais ce n'est pas de ma faute si on ne m'utilise pas bien. Je peux être un très bon moyen de passer de super moments en famille. Je peux vous apprendre plein de choses. Il faut juste savoir m'éteindre ou me mettre en veille quand il le faut. Allez, maintenant on attaque le concours du plus beau jardin. Allez, sur un tout autre sujet, alors que les outils d'IA se multiplient à l'école avec des promesses toujours plus grandes, l'institution scolaire, elle, avance beaucoup plus prudemment. Et puisque la technologie avance à grande vitesse, une question reste ouverte. Que peut-on réellement attendre de l'IA en matière de pédagogie? C'est tout le sujet de notre conversation avec mes invités et c'est tout de suite dans le talk. Et pour m'accompagner en plateau aujourd'hui, deux personnes. À ma droite, Lancelot Gullian, cofondateur et CEO de Elliot. Et à ma gauche, Antoun Yacoub, docteur en intelligence artificielle. Alors Antoun, on va commencer par vous, puisque j'aimerais qu'on aborde les mécanismes d'apprentissage. Avant même de parler d'intelligence artificielle, qu'est-ce que la recherche nous dit aujourd'hui sur la manière dont un enfant apprend réellement? En fait, quand un enfant apprend, donc il apprend par association, donc il regarde, il observe, il essaye d'imiter aussi les adultes en essayant de lui-même. Il apprend aussi en jouant, parce qu'en jouant, il va ancrer la connaissance, il va mémoriser, il va aussi avoir pouvoir de proposer aussi. Il apprend aussi à travers le retour d'expérience, à travers des gratifications aussi. Tout ce mécanisme-là permet à l'apprenant ou à l'étudiant donc de construire donc sa connaissance. En termes de pédagogie, en fait, il y a pas mal de taxonomies qui ont été proposées pour voilà, donc, représenter cette connaissance. Donc, dans la littérature, il y a la taxonomie de Bloom et de Solow. Donc, ils classifient ces connaissances-là, que ce soit des connaissances acquises ou bien à travers l'apprentissage, l'évaluation et la synthèse et tout. En IA, donc, on a essayé d'imiter aussi donc, cette connaissance. Donc, comment une IA apprend. Donc, elle apprend comme l'humain, en fait, à travers des associations, à travers des exemples. C'est ce qu'on appelle l'IA classique. Donc, on peut apprendre de différencier des choses, de regrouper des choses. Avec l'arrivée d'IA générative, on est allé un tout petit peu loin, donc on essaie de générer de contenu, que ce soit pédagogique ou autre.
Et justement, avec l'IA, quels sont les enjeux du côté justement des apprenants qui se saisissent de cet outil? J'imagine que ça vient changer la manière dont on apprend. Je veux dire, au niveau du cerveau, sur la cognition, c'est pas du tout la même chose que d'apprendre avec un livre ou avec, par exemple, un instituteur qui est face à soi, avec qui on a un échange. Forcément, surtout avec l'arrivée de l'IA générative, parce qu'avant, avec l'IA classique, c'était pas le cas. Donc, mais avec l'arrivée de l'IA générative, comme ChatGPT ou autres, même nous, donc, dans les classes, on a vu des étudiants qui se servent pleinement de l'IA générative. L'impact, c'est vraiment... pour ne pas dire énorme, mais en termes de cognition, on voit qu'ils se servent de ces outils-là juste pour générer des réponses. Il n'y a pas donc cette remise en question de ce qui a été généré. Est-ce que c'est correct? Est-ce que l'esprit critique. Voilà. Et c'est un peu problématique en ce moment-là. Alors... Vous avez lancé une EdTech avec Elliot. Déjà, est-ce que vous pourriez nous la présenter en quelques mots? Vous êtes déjà venu sur School TV, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas. Donc, j'étais venu en septembre 2024, juste avant le lancement de notre application mobile et tablette, donc Elliot. Donc, on a une application qui va accompagner les élèves du collège, du lycée, ainsi que les étudiants dans leur révision et leurs devoirs, grâce à une IA spécialisée sur le programme scolaire français. Et donc, aujourd'hui, on accompagne plus de 200 000 élèves, parents et étudiants à travers cette solution. Alors on va en reparler bien évidemment, mais avant ça, pourquoi avoir choisi de vous lancer sur un outil d'IA, vous qui êtes dans l'EdTech? Alors, mon associé, donc François Emerick, qui est le CTO d'Elliot, avait développé, donné des cours à sa petite cousine, et après à un moment il n'a plus le temps, il a développé un GPT pour l'accompagner, pour qu'elle puisse aussi travailler de manière autonome. On a tous les deux été professeurs particuliers, donc on a vraiment une passion pour transmettre et accompagner les jeunes générations. Et on a vu une vraie opportunité et un vrai changement du paradigme de la réussite des élèves, grâce à l'IA, de pouvoir offrir à tous les élèves les mêmes chances de réussite avec un outil qui puisse personnaliser selon leurs besoins et en fonction de leur cours. Alors c'est intéressant puisque vous dites que vous avez vous-même été professeur particulier. Finalement, ça rejoint un petit peu la question que je viens de poser à Antoine. Comment est-ce qu'on passe justement de ce qu'on apprend en tant que professeur particulier à une IA? Alors, le problème, en fait, d'un professeur particulier, c'est que c'est le soutien scolaire. Il y a des grandes barrières d'accès, qu'elles soient sociales, financières, voire même géographiques. Pour nous, l'IA est une vraie réponse pour pouvoir accompagner un plus grand nombre de familles et de surcroît de pouvoir les accompagner de manière pluridisciplinaire. Une petite stat qui est intéressante avec Elliot, c'est qu'aujourd'hui, on accompagne les élèves dans toutes les matières de leur programme. En moyenne, les élèves utilisent Elliot pour 4 matières, ce qui montre qu'il y a un vrai besoin d'accompagnement en dehors de la classe, à la maison, pour accompagner les élèves sur plus de matières qu'une seule matière, puisque quand on le sait très bien, quand on prend un professeur particulier, on va avoir du mal à prendre pour plusieurs matières. Alors, jusqu'où est-ce qu'on peut aller justement dans le fait de recourir à l'IA plutôt qu'à un professeur particulier? Quelles sont les limites? Alors, nous, notre objectif a été vraiment de pouvoir développer un professeur particulier virtuel et un ensemble de fonctionnalités qui vont permettre de couvrir l'ensemble des besoins scolaires, de la compréhension du cours, à l'aide aux devoirs et à la révision. Le point de départ, c'est de toute façon le cours de l'enseignant. Et donc, c'est pourquoi on permet à l'élève de rajouter son propre cours et de générer un espace de révision complet. Ça ne remplace pas l'enseignant en classe, mais ça permet d'avoir une vraie continuité entre ce qui est fait en classe et ce qui va être fait à la maison pour un enfant qui n'est pas forcément accompagné par ses parents, qui peut être seul le soir face à un exercice ou face à son cours. Vous y croyez au fait que l'IA puisse justement pallier les inégalités en termes d'accompagnement hors temps scolaire, justement, à ces familles qui n'ont pas accès financièrement peut-être à des professeurs particuliers? Forcément, en fait, l'un des piliers de l'IA, c'est quand on va générer ou bien créer un outil, il faut que ça soit utile. Et on voit bien l'utilité de cet outil-là, donc le fait de pallier à des problèmes récurrents, donc peut-être l'absence de tuteurs ou d'accompagnement, mais aussi il y a des étudiants qui veulent aussi aller plus loin. C'est pas juste question de se limiter à ce qui a été donné en cours. Et je ne sais pas si, Elliot, dans vos statistiques, il y a des gens qui peuvent aller plus loin. Moi, j'ai eu l'occasion hier de le tester et j'ai bien aimé. J'ai donc abordé un sujet qui est assez niche et ça m'a plu, en fait. Donc, pour la réponse, oui. Quand c'est utile, pourquoi pas? Est-ce qu'on peut vraiment apprendre seul avec l'IA ou est-ce que l'interaction humaine reste tout de même indispensable dans certains moments clés? Apprendre tout seul pour le moment avec les outils qui étaient proposés, je dirais non.
parce qu'il manque un grand palier, donc un grand outil de personnalisation, mais aussi d'adaptatif. En fait, les modèles qui étaient proposés, ils sont basés sur de l'IA génératif, donc ils génèrent juste du contenu, des flashcards, des quiz. Même dans la génération des quiz, il y aura des problèmes. Donc tout le monde connaît, les réponses longues, ce sont les réponses correctes. Donc on est toujours en période de recherche. Même nous, donc, en recherche, là, on travaille sur ce qui est le self-healing, comment le modèle il peut s'autocorriger face à des problèmes, que ce soit au niveau technique, même au niveau de l'apprenant. Peut-être qu'il est fatigué, il n'a pas envie d'étudier aujourd'hui. Donc ce côté adaptif, c'est en plein essor maintenant. Mais pour le moment, les modèles présents, non. Il faut toujours un tuteur, il faut toujours un enseignant pour guider, pour valider le contenu généré. Justement, on parle beaucoup de personnalisation dans les apprentissages. Est-ce que c'est déjà applicable à grande échelle, ça, ou est-ce que ça tient encore un petit peu de l'illusion, selon vous, Lancelot ? Je pense que la preuve ultime, c'est qu'aujourd'hui, on a 200 000 élèves qui se sont accompagnés, ainsi que des étudiants. Notre grande force, justement, c'est la personnalisation des contenus, puisque, comme je vous le disais, donc, l'élève va pouvoir prendre en photo son cours ou ajouter un fichier PDF, ajouter des instructions pour ensuite générer un espace de révision complet qui va être spécialisé sur le programme du niveau de l'élève, avec un ensemble de contenus qui sont clés en main, des fonctionnalités comme des quiz, des exercices, des interros, et la possibilité surtout de pouvoir poser des questions à tout moment à Elliott. Et c'est là aussi où on a ce gros travail qui a été fait, puisqu'on a construit notre IA avec des enseignants, pour pouvoir reproduire un accompagnement qui va être pédagogue et qui va s'adapter aux besoins de l'élève et aussi au niveau de langage de l'élève. Donc oui, la personnalisation à grande échelle est complètement accessible dès aujourd'hui. On peut aller toujours plus loin, bien sûr. Mais est-ce qu'une IA peut réellement comprendre, j'ai envie de dire, comme la manière dont un élève va raisonner, c'est-à-dire comment est-ce qu'il est arrivé à faire telle erreur, ou est-ce que c'est seulement, est-ce que ça analyse finalement seulement ce qu'il produit et du coup on personnalise en fonction ? Alors, il y a un gros sujet aujourd'hui qui est comment intégrer l'adaptive learning au sein d'une application. Le problème de l'adaptive learning, c'est qu'il faut beaucoup de données pour pouvoir vraiment comprendre où en est l'élève par rapport à un cadre donné, par rapport à un programme donné. Et par exemple, nous, pour Elliott, on est une solution qui n'a pas vocation à remplacer l'école. C'est-à-dire qu'on a pour vocation à être une utilité soit ponctuelle, soit régulière sur certaines matières et pas de couvrir l'ensemble du programme. L'adaptive learning, c'est quelque chose de très compliqué. Encore plus quand on l'intègre dans des modèles d'IA générative. Et aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait de solution qui ait pu encore qui a réussi à répondre à ce sujet-là. Oui, en fait, c'est en cours de recherche. Donc, même nous, en termes de génératif, ça fait 1 an qu'on travaille sur la manière de générer les questions, les quiz, parce que juste demander à l'IA de générer des questions, elle peut générer n'importe quoi et n'importe comment. Donc, on essaye de guider cette génération pour répondre à des charges cognitives bien précises, mais pas mal de travail à faire côté adaptif, c'est un peu loin et ça demande trop de données, mais aussi développer des IA classiques, pas juste des IA génératifs, donc de comprendre l'apprenant, sa manière de penser, avec pas mal d'enjeux et de paramètres à prendre en compte. Mais alors du coup, l'adaptive learning qui arriverait à sa fin, ça serait quoi l'idéal ? Qu'est-ce que ça donnerait comme résultat ? L'idéal, c'est quand l'étudiant il est en face d'un problème ou bien d'une connaissance, c'est de s'adapter à sa charge cognitive, donc de lui poser des questions qui lui permettent de progresser dans ces échelons-là. Donc c'est le but. Donc c'est d'aller plus loin, parce que là, l'IA cherche, on cherche à permettre à l'étudiant d'apprendre à apprendre, c'est pas juste à apprendre, donc de rajouter une couche d'apprentissage et donc de les guider, c'est de l'accompagner de A à Z. Est-ce que c'est possible finalement à un moment donné de se dire on personnalise trop ? Est-ce que ça peut à un moment donné poser problème, ou est-ce que finalement on va sur la bonne voie justement en personnalisant le plus possible l'apprentissage ? En fait, il faut différencier personnalisation et adaptif. Donc c'est 2 choses tout à fait différentes. La personnalisation, en fait, elle est très essentielle parce qu'il y a des étudiants qui aiment jouer. Il y a des étudiants qui veulent lire, donc c'est pour ça qu'il y a pas mal d'outils autres qu'Elliott. Donc moi je cite juste un autre outil qui est basé sur l'IA classique, l'IA générative, donc Skezia. Ils font des jeux pour apprendre. Donc c'est une façon de personnaliser aussi. Donc c'est la façon dont l'apprenant ou l'étudiant il aime apprendre. Parfois des photos, parfois de la musique, parfois des vidéos. Donc il y a pas une limite pour la personnalisation. Tant qu'il y a des moyens à le faire, pourquoi pas.
Est-ce que d'ailleurs, du côté d'Eliott, c'est un choix que vous avez fait dès le début de proposer des parcours assez classiques? Je ne crois pas que vous ayez de gamification particulièrement. Alors, on a une gamification sur nos espaces de révision qui permet, en fonction de la qualité des réponses et du nombre de bonnes réponses de l'élève, de gagner un certain nombre de points et de monter jusqu'à un niveau 4. C'était un objectif d'avoir un marqueur de complétion de l'apprentissage. Aujourd'hui, on n'a pas entré pleinement un modèle de gamification, aussi parce qu'on est dans un contexte où le temps d'écran chez les jeunes n'est pas forcément est assez décrié. Donc pour nous, c'est important qu'on ait vraiment une valeur vraiment pédagogique, qu'on soit vu comme une solution pédagogique. Maintenant, on travaille avec une quinzaine d'établissements scolaires qui ont déployé Eliott auprès de leurs élèves dans une vraie logique de projet établissement et de continuité pédagogique avec ce qui est vu en classe et ce qui va être fait à la maison. Donc c'est aussi pour ça qu'on doit maintenir un certain sérieux. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas personnaliser ensuite en ajoutant des nouvelles fonctionnalités qui permettraient d'adapter les formats, soit d'apprentissage, soit d'entraînement, pour pouvoir personnaliser par rapport à l'attente et le besoin de l'élève et de l'apprenant. Bon, on va continuer à parler de tout ça en seconde partie d'émission, mais vous le savez, c'est d'abord le moment de faire un tour sur la planète tech. Images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet, c'est la sélection de Dylan Kohler. Look at this. Oh, perfect. Oh my God. Isn't it great? Chris! I know, it's my dream. Let's make a water gun. Arrange water bottle and trigger. Punch a hole to the bottle and attach a trigger to the neck of the bottle. Water gun ready. Good right there? Yeah. You want to give it? You want to start one? Cross my heart and hope to die. Welcome to my dark side. Step into the heaven, look around the scene, even the half of it. I'm walking the line between panic and losing my mind, embracing the madness. My devils, they whisper in my ear, deafening me with all my fears. I'm living in a nightmare. De retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de mes invités, Lancelot Gullian, cofondateur et CEO de Eliott, et Antoun Yacoub, docteur en intelligence artificielle, avec qui on va continuer à parler, bien évidemment, de l'impact de l'intelligence artificielle sur la manière d'apprendre, sur la pédagogie. C'est tout de suite en seconde partie d'émission. Et on va reprendre avec vous, Lancelot, sur un point important. Vous dites aujourd'hui qu'Eliott accompagne sans jamais faire à la place de l'élève. Et ça, c'est extrêmement important pour vous. Pourquoi cette frontière-là, elle était importante ? Aujourd'hui, c'est devenu un réflexe, on l'a déjà dit avant, pour les jeunes générations, d'utiliser les IA génératives qui deviennent finalement, alors que c'est des outils de base qui sont très puissants, deviennent des outils de triche. Donc pour nous, c'est important d'avoir une vraie valeur pédagogique.
aussi parce qu'on a développé Elliot avec des enseignants. Et donc notre méthodologie, c'est de décomposer au maximum les étapes de résolution d'un exercice qui permet d'avoir des élèves qui pouvaient être bloqués à la première notion, par exemple d'avoir un rappel de cours, d'avoir des indices, d'être orientés finalement dans la résolution pas à pas. Ici, en fait, on reproduit simplement ce que fait un professeur particulier qui accompagne un élève sur des devoirs. L'objectif, c'est pas d'être un outil de triche, mais c'est vraiment de débloquer les élèves pour qu'ils apprennent à être autonomes. Et ça, on a réussi à le faire. Ils font de manière autonome avec Elliot. Et puis ensuite, derrière, ils peuvent reproduire ce qu'ils ont fait sur l'application, mais durant leur contrôle ou leurs examens. Ça, c'est extrêmement important, Antoine, en termes de cognition, justement, de laisser aussi la place à l'erreur, au doute, à la réflexion. Forcément, parce qu'on apprend par l'erreur, hein, par le trial error. On essaye, on apprend. Je rejoins l'idée de Lancelot, donc le fait de proposer donc cet outil donc aux apprenants, donc de s'auto-guider en fait d'eux-mêmes, donc ça leur permet d'enrichir leur capacité donc de cognition, de compréhension, même de proposition. Reste à savoir s'il y a des usages détournés en fait de cet outil-là, parce qu'on se demande toujours est-ce qu'il se sert de ces outils-là pour avoir des réponses pour les questions du cours ou autre chose. Donc moi je laisse Lancelot nous répondre à cette question. Non, pour le coup, on s'est vraiment appuyé sur la puissance de l'IA, mais en bridant de différentes façons. Le premier, c'est en spécialisant notre IA sur le programme scolaire français, ce qui pour nous est, disons, la première étape pour avoir une vraie pertinence dans l'accompagnement des élèves, plutôt que de les laisser utiliser des outils qui ont des données généralistes. Le deuxième point, c'est vraiment d'accompagner l'élève de manière bienveillante. Alors, le but, c'est pas de créer de sentiment de frustration. Un élève qui est complètement bloqué, il faut évidemment l'accompagner, mais de pouvoir l'orienter de manière bienveillante, petit à petit, pas à pas. Ça permet de ne pas créer de sentiment de frustration, et puis ça permet même pour les élèves qui ont peut-être juste une simple question, qui ont envie de valider l'orientation de leur réponse, d'avoir une aide immédiate, et aussi de l'auto-évaluation. Et c'est ça aussi qui est important, c'est que grâce à l'IA, on peut avoir une auto-évaluation immédiate, là où un élève qui est seul chez lui, qui fait son exercice, il n'a pas de retour immédiat, il doit attendre de retourner en classe, par exemple. Ouais, donc c'est ce que j'ai aimé aussi dans Elliot, dans l'application, cette partie d'auto-évaluation. Il y a une sorte de discussion qui se fait avec l'IA. Donc on pose des questions avec des réponses. C'est pas une structure de QCM, donc il y a aussi le QCM, mais cette discussion donc enrichie avec l'IA, elle est très chouette. Est-ce que justement cette idée d'une IA qui n'aide qu'en guidant, quand on prend un peu de recul et qu'on observe le marché, est-ce que c'est compatible avec les modèles actuels, ou est-ce que on a tendance à avoir plus de modèles peut-être qui justement donnent la réponse trop rapidement? Avec l'IA, donc génératif maintenant, qu'elle est proposée, que ce soit ChatGPT ou autre, c'est un générateur de contenu, générateur de réponses. Donc il n'y a pas de garde-fou. Donc et même donc l'apprenant, il cherche la facilité, donc d'avoir accès direct à la réponse correcte. Mais en fait non. Donc avec les outils comme Elliot et d'autres, je pense qu'ils vont restreindre ce côté accès facile, accès direct à des réponses, et de les pousser à penser un tout petit peu, de remettre en question. Et ça, c'est ce qu'on cherche en fait avec l'IA générative, ce n'est pas donner des réponses, mais donner des questions de retour d'expérience, de retour que ce soit négatif ou positif, de façon à enrichir la cognition de l'étudiant. Justement, Lancelot, on est dans une ère où l'IA, bien évidemment, est en train d'être intégrée à peu près tous les outils, finalement, d'EdTech. Quand on se lance sur ce marché-là spécifiquement, qu'est-ce qui vous oblige à être le plus prudent, finalement? Sur quoi vous devez être le plus prudent? Alors déjà, je pense qu'il faut faire des choix forts. Et de faire des choix qui ne vont pas vers la facilité. La facilité, ça aurait pu être d'être un outil de triche. Si vous regardez la plupart des grandes applications sur le top éducation, vous verrez que c'est souvent, ils appellent ça des solver tools, donc c'est des outils de triche. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a pris une position assez forte. La deuxième chose, c'est évidemment, nous on accompagne des élèves sur les 200 000 utilisateurs, on a 150 000 élèves mineurs. Donc déjà, il y a une question de protection des données. Il faut personnaliser l'accompagnement en fonction de la classe de l'élève, mais nous, on ne remonte aucune information qui serait à caractère personnel pour l'élève. Donc ça fait partie, nous, de nos prérogatives importantes. Et puis ensuite, c'est de permettre aussi aux parents de pouvoir faire le lien avec ce qui est fait au sein de l'application pour avoir une supervision, au même titre que les établissements et les enseignants peuvent le faire quand on travaille directement avec eux.
Alors on parle beaucoup d'IA, bien évidemment, à l'école, hein, je le disais en début d'émission et puis on le répète souvent ici, hein. Mais sur le terrain, le système scolaire, est-ce qu'il a vraiment changé ou finalement est-ce que c'est le discours qui a plutôt évolué? Est-ce qu'un outil comme Elliot, par exemple, est bien perçu par les enseignants, par les parents aussi? Alors, c'est en évolution. Forcément, il y a un travail d'évangélisation de l'IA on doit montrer que l'IA n'est pas là pour remplacer, mais pour accompagner, par exemple, les enseignants. Et c'est aussi avec des outils qui sont spécialement faits et conçu pour les enseignants, mais que ça permet aussi de faire évoluer les mentalités. Nous, notre discours est bien mieux reçu aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 1 an, et ce sera la même chose dans 2 ans, puisqu'on a aussi des vrais cas d'usage de comment on peut accompagner tous les élèves d'un établissement pour aussi réduire les inégalités face à l'accès à une aide extrascolaire, et puis aussi pour rentrer dans le projet établissement ce sujet de l'accompagnement dans le travail personnel de tous ces élèves. Antoun, pas la question de la fin. Quelle est, selon vous, la prochaine vraie avancée scientifique qui sera nécessaire pour que l'IA éducative soit vraiment pertinente dans un cadre pédagogique? Non, si on va parler d'IA, donc je veux juste rappeler un petit peu. Donc, un outil d'IA, il faut que ça soit utile, fiable et sécurisé. Donc, si on va parler d'avenir, je pense que la partie adaptive, donc de concevoir des outils adaptifs et personnalisables, voilà, qui peut suivre et donc améliorer la charge cognitive de l'étudiant. En un mot, l'école du futur, c'est quoi? C'est une école où tout le monde a les mêmes chances de réussite et a les outils qui sont intelligents pour accompagner les élèves selon leurs besoins réels, selon leur profil aussi, que ce soit en termes d'apprentissage du cours, en termes d'apprentissage, voilà, avoir une ultra personnalisation et faire le lien avec l'enseignant aussi, parce que c'est important, et les parents. Bon, on l'aura compris, le maître mot de cette émission, finalement, c'est celui de la personnalisation. Merci beaucoup, Lancelot Gulian, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes cofondateur et CEO de Elliot. Merci aussi à Antoun Yacoub, docteur en intelligence artificielle, d'avoir été avec nous. Merci aussi aux équipes en régie, à Lilian Brémond d'avoir produit cette émission, mais surtout merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain avec grand plaisir, toujours à 12h30, toujours sur School TV. D'ici là, portez-vous bien.